Que faire des mômes? 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 Eric Couder. Bonjour la famille, c'est Eric Couder. Je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération. Le sommaire, dans quelques instants, la rubrique Allô, parlons jeunesse. Je téléphonerai à Théodora Brière, assistante de gestion administrative, créatrice et rédactrice du blog Lily La Rochelle à Bordeaux. Nous découvrirons le job passionnant de blogueuse. Dans la rubrique À vos agendas, je recevrai Alicia Gilbert, responsable de la promotion et de la communication des Grottes de la Balme. Je vous parlerai du programme Jeune Public du premier festival d'été Rio Loco à Toulouse et du gala de soutien pour le tournoi international de football féminin au Bénin qui aura lieu à Rosny-sous-Bois. Dans la rubrique Invité, une interview exclusive à ne surtout pas manquer, nous parlerons harcèlement scolaire avec Catherine Verdier pour son livre #J'aime les autres, les bonnes relations à l'école aux éditions du Rocher. Et Audrey dans sa bulle, auteure, compositrice et interprète, nous présentera son premier EP Tantale. Alors la famille Que faire des mômes, c'est votre émission. Comme des centaines d'auditeurs le font déjà, n'hésitez pas à partager avec nous vos idées de sortie et de bons plans à faire en famille. Par exemple, si vous avez visité un superbe musée avec vos enfants, si vous souhaitez nous donner votre avis sur un spectacle ou un film, c'est possible en utilisant le #LaFamilleQFDM. Et enfin, n'hésitez pas à vous abonner à notre newsletter et à commenter les articles sur le blog quefairedesmômes.fr. Tout de suite, rien que pour vous, en partenariat avec l'ONG CNRJ, Allô, parlons jeunesse. Que faire des mômes? L'ONG CNRJ est l'organisation non gouvernementale des cercles nationaux de réflexion sur la jeunesse. L'ONG CNRJ possède un statut consultatif spécial auprès de l'ONU et est présente dans plus de 20 pays dans le monde. L'ONG CNRJ est construite par des citoyens sans argent des États, elle est donc indépendante. Elle travaille à permettre à la jeunesse de mieux prendre sa place dans le monde. N'hésitez pas à aider l'ONG CNRJ à aider la jeunesse sur www.cnrj.org. L'ONG CNRJ vous présente l'invité jeunesse. J'appelle sans plus attendre Théodora Brière. Oui, allô? Oui, bonjour Théodora Brière. Oui, c'est bien moi. Oui, c'est Eric Couder de l'émission Que faire des mômes. Bonjour, Eric. Bonjour. Vous êtes assistante de gestion administrative, créatrice et rédactrice du blog Lily La Rochelle à Bordeaux. Racontez-nous, comment est née cette aventure? Alors, c'est parti en fait du fait que je suis déjà une grande consommatrice, si on peut dire, de blogs. Oui. Notamment pour avoir des avis sur des produits ou sur différents lieux. Et aussi en tant que concouriste, parce que je participe à beaucoup de concours pour remporter des produits qui apportent un petit peu de gaieté à la vie de tous les jours. Et justement, j'ai voulu à un moment donné pouvoir aussi donner mon avis sur les produits que je pouvais recevoir et je n'avais pas de plateforme en fait pour m'exprimer. Et moi j'ai vu que c'était pas si compliqué que ça de faire un blog, même si c'est beaucoup de travail. Et donc je me suis lancée il y a à peu près 2 ans. Quels sont les produits que vous testez? Alors c'est très varié. En fait, je teste tout ce que vous et moi, en fait, on est amenés à acheter, à consommer au quotidien. Donc ça peut être une éponge pour faire le ménage, du dentifrice ou même des produits alimentaires et des boissons. Est-ce que vous avez testé des produits pour enfants? Alors au niveau des enfants, moi j'ai testé un livre qui est édité chez Terre Vivante. Donc c'est des recettes en fait pour les enfants récalcitrants. Oui. Et donc je me considère un petit peu comme une enfant récalcitrante. Donc j'ai testé ces recettes-là qui peuvent s'appliquer aux enfants mais aussi aux adultes. Alors ça marche ou pas? Je suis un petit peu dubitative. Je pense que ça dépend beaucoup de l'environnement dans lequel l'enfant a toujours vécu, puisque certains enfants, selon différents critères en fait, sont plus ou moins habitués à des aliments plus ou moins sains et qui sortent un peu de l'ordinaire. Oui. Là, je suis un petit peu sur la réserve, mais je trouve que c'est intéressant de transformer certains aliments qui ne sont pas forcément très sains en des choses un peu plus saines et les amener vers la découverte de nouvelles saveurs, en fait. Il y a un article très drôle, j'ai trouvé. Et si on se lavait avec de la poudre? Vous dites, aujourd'hui on va se laver, enfin, pas qu'aujourd'hui, hein. On va même se shampouiner avec de la poudre. Non, je n'ai pas fumé la moquette, mais j'ai testé pour vous la poudre moussante corps et cheveux. Parlez-moi de cette poudre. C'est une poudre comme pour laver le linge, non?
Si, on peut faire le parallèle. Hein. C'est une poudre blanche qu'on mélange avec de l'eau, donc dans un mini gobelet en fait. Et donc on obtient une préparation qui sert à se laver, qui mousse, à se laver le corps et les cheveux. Donc c'est un peu comme une lessive, hein, si on veut, mais pour soi-même. Racontez-moi, comment devient-on blogueuse ? Par passion, je pense, parce que c'est énormément de travail et la reconnaissance met du temps à arriver. Oui. Et donc il faut le faire vraiment parce qu'on a envie, je pense. Hein. Moi, c'est mon cas. Moi, je ne le force pas. Quand je n'ai pas envie, je ne le fais pas. Parce que de toute façon, ça va pas. Les mots ne vont pas venir. Ça va pas aller. Donc voilà, il faut vraiment avoir l'envie de partager aussi, parce que c'est beaucoup de partage sur les réseaux sociaux, sur le blog. Voilà, il faut avoir cette ouverture-là. Oui. Pourquoi Lily La Rochelle ? Alors, c'est un petit mélange de plein de choses. Oui. Alors, Lily, c'est le diminutif du prénom de ma maman, et La Rochelle, donc c'est ma ville d'origine. Oui. Et donc, ça s'est transformé en un pseudo sur Facebook, en fait, et quand j'ai commencé à avoir l'idée de faire le blog, j'ai gardé cette base de noms, puisque j'avais déjà un certain nombre de contacts sur Facebook, et je me disais que c'était bien de garder quand même cette identité-là. Ensuite, j'ai migré un peu vers Lily La Rochelle à Bordeaux, parce que je trouvais le contraste plutôt sympa. Qui sont vos lecteurs ? Alors, c'est beaucoup de femmes. Oui. C'est des femmes qui sont intéressées par des produits que je teste, donc qui sont des produits vraiment de tous les jours. Ce sont des consommatrices, en fait, des mamans aussi, des femmes qui travaillent. Enfin, c'est assez varié, quoi. Comment vous organisez vos journées par rapport au blog ? Ça demande quel travail d'avoir un blog ? Alors, si je voulais, je pourrais y passer 24 heures sur 24. Oui, parce que c'est une passion à la base, hein, c'est ce que vous nous avez dit en début de cet entretien. Oui. Alors, actuellement, comme je suis en recherche d'emploi, ça me fait un petit peu plus de temps. Donc, je coupe en fait ma journée. Des fois, le matin, je fais blog, et l'après-midi, je fais recherche d'emploi. Oui. Donc j'y passe peut-être actuellement 3 heures par jour. Si j'en avais l'opportunité, je pourrais y passer plus de temps, ça c'est sûr. Oui. Vous faites comment pour rechercher des informations ? En fait, je passe par plusieurs canaux, puisqu'il y a en fait des plateformes de mise en relation entre blogueurs et marques. Oui. Donc voilà, ça me permet d'avoir quelques produits. Mais également, je reçois des communiqués de presse, donc qui m'informent par exemple de la sortie d'un nouveau produit. Et voilà, soit la marque propose un test, soit moi je rebondis en fait sur l'information pour demander s'il serait possible de tester le produit dans le cadre de mon blog pour faire un retour d'expérience. Vous aimez écrire ? Oui, je pense que maintenant ça m'est un peu devenu indispensable. Et je pense que je mets aussi beaucoup de moi-même dans l'écriture. Voilà, j'essaie de faire des choses un petit peu rigolotes, hein. de pas adopter un ton monotone, juste de la description. Voilà, j'essaie de donner un petit peu de relief, et j'avoue que ça me plaît beaucoup. En tout cas, j'invite tous nos amis auditeurs à aller découvrir votre blog, Lily La Rochelle à Bordeaux. Théodora Brière, avez-vous quelque chose à rajouter ? Évidemment, moi j'invite tous vos auditeurs à faire un petit tour sur le blog, à me laisser un petit commentaire, parce que ça fait toujours plaisir. On peut vous suivre également sur les réseaux sociaux, hein ? Tout à fait, principalement sur Instagram. Je pense que c'est le plus pertinent. Et sinon, vous avez également Facebook et Twitter ? Tout à fait, oui. Je vous remercie Théodora Brière, merci beaucoup. Merci à vous, Eric. Bonne journée, au revoir. Merci, au revoir. Lily La Rochelle à Bordeaux, si vous souhaitez des renseignements complémentaires, www.lepetitblogdelilylarochelle.blogspot.com. Alors chers parents, grands-parents, tantes et oncles, marraines et parrains, vous demandez souvent que faire des mômes le week-end, comment les occuper pendant les vacances scolaires, quelles activités leur faire après l'école. Eh bien chaque semaine, je partage avec vous mon agenda de tonton hyperactif et super branché. Alors en partenariat avec le jeu de plage Baba Playa, à vos agendas. Que faire des mômes ? Découvrez Baba Playa, la nouvelle activité de plage qui va rendre vos enfants complètement gaga. Avec Baba Playa, pêchez et observez les poissons en toute simplicité. Baba Playa, c'est le tube de l'été. Informations sur www.babaplaya.com.
Osons ensemble l'aventure intérieure au cœur des grottes de la Balme. Pour nous en parler, Alicia Gilbert. Bonjour Alicia Gilbert. Bonjour. Vous êtes en charge de la promotion et de la communication des grottes de la Balme. Pouvez-vous nous dire où se situent les grottes de la Balme ? Alors les grottes de la Balme se trouvent à la pointe du Nord-Isère sur la commune de La Balme-les-Grottes. Donc on est situé à 40 minutes de Lyon et à 50 minutes de Bourgoin-Jallieu. Très bien. Quelle est l'histoire de ces grottes ? L'histoire des grottes de la Balme remonte à loin puisqu'elles sont ouvertes à la visite depuis 1807. Donc on a quelques points historiques assez importants à faire valoir. C'est une grotte qui est assez diversifiée et qui a historiquement accueilli François Ier et Louis Mandrin, pour ne citer que eux, qui sont les plus célèbres visiteurs de nos grottes. Quelle est la particularité des grottes ? Il y en a plusieurs, hein, c'est ça hein ? Oui, il y a effectivement plusieurs spécificités. Nous ne sommes pas une grotte classique puisqu'on ne descend pas, on monte. Nous sommes une grotte tempérée, entre 12 et 15 degrés toute l'année, ce qui fait que hiver comme été, on peut bénéficier de cette climatisation naturelle du site. En hiver, il fait plus chaud à l'intérieur qu'à l'extérieur et en été, c'est un havre de paix quand il fait 40 degrés sous nos arbres. La deuxième très forte particularité, c'est que nous accueillons 22 espèces de chauves-souris sur le site, ce qui représente, selon les années, entre 600 et 920 individus. Et cette année particulièrement, nous avons une très grosse colonie qui est installée à l'intérieur de la grotte. Est-ce que c'est une légende ou c'est vrai que les chauves-souris peuvent s'attraper aux cheveux ? J'ai toujours entendu ça de tout petit. Oui, effectivement, non, c'est une légende urbaine, comme on dit. Non, au contraire, la chauve-souris est un mammifère volant qui est assez exceptionnel et qui, au même titre que les abeilles ou les vers de terre, a un rôle prépondérant à jouer dans l'équilibre naturel d'une planète. C'est un mammifère qui ne se nourrit que d'insectes et qui a un radar qui est tellement puissant qu'elle ne vous rencontre jamais. Donc de toute façon, les grottes, on les visite la journée, donc elles dorment, on est d'accord ? Donc elles sont accrochées, on les voit, c'est ça ? Oui, alors elles sont en état complètement libre dans la grotte. Donc effectivement, là par exemple, actuellement, elles sont en train de se nourrir pour préparer l'été, les périodes un petit peu plus chaudes, donc on les voit. J'étais hier dans la grotte et effectivement, on les voit voler, elles sont autour de nous. Alors, on a la chance d'avoir un site qui est très grand, qui n'est pas une grotte fermée, donc on a un dôme de 35 mètres dans lequel les chauves-souris peuvent voler, donc elles volent très haut de soi, donc il n'y a pas de risque quelque part qu'elles vous rentrent dedans pour les personnes qui seraient les plus frileuses. Oui. Mais donc c'est sympa parce que ça donne du charme justement à cette grotte, hein, c'est ça hein ? Oui, ouais. Oui, exactement. On a la chance d'avoir un environnement naturel qui est très divers puisqu'on a déjà une rivière qui traverse les grottes avec un lac souterrain à son bout. On a 2 labyrinthes naturels. On a ce dôme gigantesque de 35 mètres avec un porche d'entrée monumental de 35 mètres. Donc quand vous arrivez aux grottes, vous avez la chance d'observer un miracle de la nature et c'est vrai que nos visiteurs, une fois qu'ils ont réalisé la visite, sont très surpris de notre configuration naturelle. Vous retrouvez des stalactites, des stalagmites, des colonnes, de la draperie qui sont quelque part les concrétions classiques d'une grotte, mais effectivement on a aussi d'autres atouts naturels qui sont exceptionnels et généralement on a des visiteurs qui sont pas forcément d'ailleurs que des amateurs de monde souterrain. On a beaucoup de familles, on accueille énormément de familles avec jeunes enfants qui sont surpris de ce rythme qui est donné dans la grotte et de cette visite libre qui permet vraiment d'apprécier la beauté de mère nature. Dans quelques minutes, la suite de Que faire des mômes, Alicia Gilbert nous en dira davantage sur les grottes de la Balme. Nous parlerons de la programmation jeune public du festival Rio Loco à Toulouse, du gala de soutien pour le tournoi international de football féminin en faveur du Bénin. Nous découvrirons également une interview choc de Catherine Verdier pour son livre #J'aime les autres dont le sujet est le harcèlement scolaire. Et Audrey dans sa bulle nous présentera son premier EP Tantale. Mais pour l'instant, c'est la pause. À tout de suite. Que faire des mômes ? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération, c'est Eric Couder. Alicia Gilbert, responsable de la promotion et de la communication des grottes de la Balme, est mon invitée. Je vous propose d'écouter la suite de l'interview. On la visite donc à pied, la grotte, et il faut s'équiper, il faut mieux être en basket,
il faut un petit sac à dos parce que je crois qu'on peut pique-niquer sur place également. Alors effectivement, vous ne pouvez pas pique-niquer à l'intérieur de la grotte, mais à l'extérieur. Comme nous sommes un espace naturel sensible, on tend à protéger effectivement l'intérieur de la grotte. En termes d'équipement, il y a effectivement besoin uniquement d'une paire de baskets et éventuellement d'un petit gilet. Mais comme je le disais tout à l'heure, 12-15 degrés, vous allez marcher, vous allez monter. Il y a un peu plus d'1 kilomètre de balade, donc vous allez avoir chaud. Donc il ne faut pas s'équiper trop chaudement. Après le sac à dos, oui évidemment, vous avez besoin du minimum, on va dire. Vous pouvez prendre une petite bouteille d'eau, vous pouvez prendre effectivement les papiers classiques quand vous sortez de la voiture, ne pas venir trop chargé. C'est dommage. Et puis notamment on a des passages assez étroits où les personnes qui seraient trop chargées seraient gênées. Donc on conseille de petits sacs, on conseille d'avoir des bébés en porte-bébés ventraux pour éviter effectivement que la visite devienne un petit peu compliquée. Combien de temps est nécessaire pour réaliser une visite complète ? La visite complète, vous mettez 1h15. 1h15 si vous effectivement prenez le temps de... Comme vous êtes en visiteur libre, vous avez la chance de pouvoir apprécier le lieu à votre rythme. Donc vous rentrez dans la grotte, vous avez un certain nombre de panneaux sur le parcours qui vous donnent de l'information sur les points d'intérêt qui sont observables dans la grotte. Ils ne sont pas excessifs, on a essayé effectivement de se concentrer sur des points d'intérêt majeurs, mais vous êtes dans un univers où vous êtes quelque part un peu tout seul, donc vous prenez le temps, vous mettez 1h15. Hier, on a des gens qui ont mis plus d'1h30. Voilà, tout dépend effectivement des salles que vous allez préférer. Vous allez y rester plus longtemps. Vous allez peut-être avoir envie aussi de revenir, donc de faire un premier tour, puis un deuxième. Comme vous êtes en visiteur libre, vous avez effectivement cette liberté-là. Vous proposez également des formules de visite à la demi-journée et à la journée. Oui, absolument. Alors, nous avons la chance, comme je le disais tout à l'heure, d'être sur un espace naturel sensible. Donc, nous avons un parcours nature qui est autour des grottes, qui est gratuit, qui est complémentaire à la visite des grottes et qui permet aux visiteurs de découvrir la faune et la flore locale. On a notamment une forêt très particulière et des pelouses sèches avec des fleurs sauvages qui poussent. Donc on a un parcours sur lequel les visiteurs peuvent aller déambuler et pique-niquer éventuellement sur le site. Et puis avant ou après leur visite des grottes, comme ils le souhaitent, ils peuvent découvrir cet environnement magique. Oui. Alors sur demande également à l'accueil, vous remettez gratuitement un guide découverte, il me semble. Oui, absolument. Pour la découverte de cet espace naturel sensible, c'est un service que l'on offre pour accompagner les visiteurs dans la découverte de cet espace naturel. Donc c'est un livret d'une 12aine de pages qui est ponctué par les bornes qui sont installées sur le parcours et qui permettent de découvrir la faune, la flore, la vie de la falaise, d'avoir effectivement des photos aussi de ce que les visiteurs peuvent découvrir sur l'espace naturel. Oui, c'est assez important, c'est assez intéressant et on a de plus en plus de visiteurs qui recherchent quelque part à optimiser leur arrivée sur un site touristique et découvrir vraiment un poumon vert, et c'est ce qu'on offre effectivement aux grottes de la Balme. Quel est le tarif des entrées enfants et adultes ? Alors selon la période, actuellement nous sommes en basse saison, donc on est à 8 € par adulte et 5,50 € par enfant. On propose également des formules famille. En haute saison, donc on va attaquer à partir de la fin juin, on est à 10 € par adulte et 6,50 € par enfant, également avec des formules famille qui sont possibles. Très bien. Alors quelques événements sont à venir pendant l'été, notamment les mercredis 25 juillet, 1er et 8 août, la Balme au Trésor, la Caverne aux 40 voleurs. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur cet événement ? C'est une animation que l'on propose depuis déjà plusieurs années. C'est un nouveau scénario d'activité. Donc nous organisons une chasse au trésor à l'intérieur des grottes. L'idée, c'est vraiment de permettre aux enfants d'appréhender les grottes de manière un petit peu plus ludique et de casser avec ce trou noir qui peut, pour certains enfants, effrayer. Les enfants partent dans les grottes avec un livret de jeu dans les mains et ils ont une mission à remplir. La mission de cette animation des cavernes aux 40 voleurs, c'est d'aller retrouver un diamant qui a été caché dans les grottes et qui profère un certain nombre de pouvoirs magiques à son détenteur, à savoir une sultane qui s'appelle Balmerazad. Donc les enfants partent dans les grottes, vont devoir récolter un certain nombre d'indices, rencontrer des personnages qui sont cachés dans les grottes, jouer avec eux, jusqu'à découvrir la cachette de ce fameux diamant. Une fois qu'ils ont terminé
ce parcours ludique sous format de jeu familial, on leur offre un cadeau pour les féliciter de leur bravoure, parce qu'effectivement, il faut réfléchir un petit peu. Alicia Gilbert, avez-vous quelque chose à rajouter ? Moi, ce que j'ai envie de dire, c'est que le monde souterrain est un monde merveilleux et que les visiteurs doivent passer, entre guillemets, la porte et ne pas avoir peur de ce trou noir qui peut effrayer petits et grands. C'est un monde merveilleux qui cache des richesses et j'invite vraiment les visiteurs à venir nous voir, à venir observer nos chauves-souris, à venir observer notre lac souterrain et à être séduits quelque part par cette activité atypique qui séduit petits et grands. En tout cas, vous nous avez donné envie de venir. Hein. Merci. Tant mieux. Merci Alicia Gilbert, merci beaucoup. Merci à vous et à bientôt. À bientôt. Les grottes de la Balme, si vous souhaitez davantage d'informations, www.grottelabalme.com. Festival à présent à Toulouse jusqu'au 17 juin. Ne manquez pas le premier festival de l'été, Rio Loco, les Rumbas du monde. Composite et cosmopolite, Rio Loco est un rendez-vous incontournable dans le paysage des festivals d'été. Chaque année, il réussit le pari de créer des affinités, de susciter des projets pluridisciplinaires inédits et de rassembler les grands noms de la scène internationale devant plus de 100 000 personnes. Rio Loco s'épanouit dans les quartiers de la ville avec des concerts, des rencontres, des résidences d'artistes, des expositions et des spectacles jeunes publics bien sûr. Les enfants pourront découvrir cette année le 14 juin à 17h45, chiffonnade par la compagnie Carré Blanc, le vendredi 15 juin et le dimanche 17 juin à 17h30, verbena de la compagnie La Baraque, le 16 juin à 17h45 et le 17 juin à 15h30, la compagnie Serena Fissot vous présentera du Nil à l'autre. Vous pourrez pendant le festival découvrir également Sonarium, un voyage sensoriel inédit et cyclophone, installation sonore interactive. Pour plus de renseignements, www.rioloco.org. Gala de soutien à présent le 16 juin à 18h à la salle des fêtes de l'hôtel de ville de Rosny-sous-Bois, sous le haut patronage de la ville de Rosny-sous-Bois, le HCBE et l'ASDAB organise un gala de soutien pour le tournoi international de football féminin au Bénin, avec en invité d'honneur l'ancien joueur de Lens, Jimmy Adjovi Boko. À présent, c'est la rubrique invité. Que faire des mômes ? Chaque semaine, je pars à la rencontre d'un ou plusieurs invités qui font l'actualité. Cette semaine, Catherine Verdier est mon invitée. Comment lutter contre le harcèlement scolaire ? Là est la question. Parents et éducateurs rêvent tous d'être entourés de bons élèves, mais dans le monde en pleine mutation, est-ce suffisant ? Et lorsqu'un enfant sur 10 est victime de harcèlement scolaire, ne vaut-il pas mieux s'attacher à prévenir et à construire des enfants ouverts, curieux, adaptables, aptes à vivre ensemble ? Tout de suite, Catherine Verdier répond à mes questions. Bonjour Catherine Verdier. Bonjour. Vous êtes psychologue, psychothérapeute et analyste pour enfants et adolescents et vice-présidente de l'association Marion la main tendue. Vous publiez aux éditions du Rocher #J'aime les autres, les bonnes relations à l'école. Ce livre est un véritable guide destiné aux parents, aux éducateurs, aux professeurs pour mieux agir contre le harcèlement scolaire. Catherine Verdier, qu'appelle-t-on le harcèlement scolaire ? Alors, le harcèlement scolaire, c'était une définition effectivement très précise parce qu'on me pose souvent la question, est-ce que un simple conflit, est-ce qu'une petite bagarre, est-ce que c'est du harcèlement Voilà, non, le harcèlement scolaire, c'est une violence qui perdure. Donc, le harcèlement scolaire, c'est une violence par définition. Il touche un enfant sur 10 environ en France et on estime qu'un enfant est victime de harcèlement lorsqu'il est exposé de manière répétée et à long terme à des actions négatives de la part de un ou plusieurs élèves. Donc dans cette définition, on a plusieurs caractéristiques. C'est la répétition qui est importante. C'est pas un petit coup ou une petite fois où deux enfants se bagarrent. Il faut qu'il y ait répétition dans le temps. Le long terme peut être un peu compliqué pour les petits enfants parce que en fait pour les plus jeunes en tout cas ils n'ont pas tout à fait la notion du temps. Donc voilà. Et puis avec l'intention délibérée de nuire, c'est-à-dire ce désir de voir l'autre détruit, abîmé. Voilà, ce sont ces trois caractéristiques-là que comporte la définition du harcèlement scolaire. Quelles sont les caractéristiques sur lesquelles se fonde le harcèlement scolaire ? Alors, les caractéristiques, l'autre caractéristique, c'est effectivement la notion de groupe. Oui. C'est-à-dire que on a
je vais mettre ça au masculin, mais très souvent c'est au féminin aussi. On a un harceleur ou une harceleuse, on a une victime en face, et autour de ce binôme, normalement on a quelques témoins. Ils peuvent être plus ou moins nombreux, plus ou moins actifs, plus ou moins passifs. On en compte environ 3 ou 4 en moyenne, donc il peut y en avoir un peu plus, quoi. Et ces témoins, c'est une des caractéristiques du harcèlement scolaire par rapport au harcèlement moral, je vais dire, ou au harcèlement conjugal, où là on est en face à face et les témoins n'ont pas de rôle à jouer. Justement, quels sont les différents types d'harcèlement? Vous m'en citez quelques-uns, il y en a d'autres encore? Il y en a 5 en fait. Le harcèlement verbal, bien sûr, qui se manifeste sous forme d'insultes, de moqueries, de menaces, de mots dénigrants. Le harcèlement physique, qu'on comprend assez aisément, où l'agresseur utilise sa force pour humilier, pour terrifier sa victime. Le harcèlement social, qui est un petit peu plus compliqué à comprendre, et souvent on me pose la question, mais c'est lorsqu'un enfant est isolé, il est rejeté, écarté du groupe, c'est ce qu'on appelle l'ostracisme. Oui. Et le harcèlement sexuel, parce que ce sont des conduites ou des gestes obscènes qui existent, même en fin de primaire, ou des commentaires machistes ou sexistes. Et puis la dernière catégorie, c'est évidemment le cyberharcèlement ou le harcèlement sur Internet, sur les réseaux sociaux, etc., qui fait des ravages. Bien sûr. La différence est l'un des facteurs primordiaux, également sur l'apparence physique, le sexe, l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou l'handicap également. J'ai découvert ça dans votre livre aussi. Alors, tout peut servir de motif, entre guillemets, pour harceler quelqu'un. Effectivement, il y a des profils, ce qu'on appelle des profils à risque, c'est-à-dire des enfants qui sont peut-être un peu plus introvertis ou qui présentent des handicaps ou qui présentent des dyslexies, dyscalculies, etc., qui peuvent, c'est pas obligatoirement, ils sont pas du tout obligatoirement en situation de victime dans une situation de harcèlement, mais effectivement, tous ces enfants un peu à part ou qui rentrent pas dans le moule, etc., peuvent être des profils à risque. On a les handicaps, effectivement, on a l'autisme, etc. Et puis on a tous les autres qui n'ont rien de tout cela, mais qui ont une paire de baskets bleues alors qu'il faudrait une paire de baskets rouges, ou qui sont très bons élèves, ou qui sont mauvais élèves, ou qui sont petits, ou qui sont grands, ou qui sont... Bref, il y a plus de critères. Comment peut-on détecter le harcèlement chez un enfant et quels sont les signes qui peuvent alerter? Alors la première des choses, c'est effectivement de faire attention à tout ce qui est un enfant dont le changement... qui présente un brusque changement de comportement, qu'il soit au niveau scolaire, c'est-à-dire une brusque chute des notes. On a parfois à l'inverse un enfant qui va s'investir de façon étrange d'ailleurs dans ses études ou dans ses cahiers. C'est ce qu'on appelle le surinvestissement scolaire. Et puis changement de comportement au niveau social, changement de comportement physique. Quand on voit un enfant qui est fatigué, un enfant qui n'est pas invité aux fêtes d'anniversaire, qui veut plus voir personne, qui s'isole. Tous ces petits ou gros changements, ou tous ces symptômes, ou tous ces indices mis bout à bout doivent faire réagir les adultes, j'allais dire les parents, mais les adultes, parce que à l'école, on voit bien un enfant qui va pas, qui se met dans un coin, qui pleure, qui va aux toilettes, qui s'enferme aux toilettes ou qui s'isole complètement. On peut arriver à le voir aussi quand même. Dans quelques minutes, la suite de l'interview avec Catherine Verdier. Je recevrai une artiste bourrée de talent, auteure, compositrice, interprète, pour nous présenter son premier EP très réussi, Tantale. Audrey dans sa bulle sera donc Que faire des mômes. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? Si vous venez de nous rejoindre, vous écoutez Que faire des mômes, l'émission pour toute la famille à partager sans modération, c'est Eric Couder. Catherine Verdier est aujourd'hui mon invitée d'honneur. Je vous propose d'écouter la suite de notre échange. Alors il faut savoir que 22% des enfants harcelés n'en parlent à personne. 61% des élèves harcelés disent avoir des pensées suicidaires. Et 3 ou 4 adolescents se suicideraient chaque année à cause du cyberharcèlement. Les chiffres sont exacts. Faire attention, les idées suicidaires ne sont pas des tentatives de suicide, d'accord? Oui. Et donc, avoir envie de se suicider, ce sont aussi des idées qui appartiennent à l'adolescence. Bon.
Oui. Voilà, mais faut faire attention aussi. Oui, les chiffres sont énormes. Moi, je vous ai dit en début d'émission qu'effectivement, un enfant sur 10 environ, ce sont des moyennes internationales d'ailleurs, un enfant sur 10 serait victime de harcèlement scolaire. Maintenant, moi, ce que je dis, c'est qu'en face de chaque victime, il y a un harceleur ou une harceleuse. Donc, on est à 2, voilà, 2 enfants sur 10. Et autour, on a 3 ou 4 témoins en règle générale. Donc, le nombre d'enfants impliqués dans une situation de harcèlement scolaire, sans être victime bien évidemment, devient énorme. Selon vous, Catherine Verdier, comment peut-on lutter contre le harcèlement scolaire ? En le prévenant, ça c'est l'objet de mon livre, effectivement, la lutte contre une situation de harcèlement scolaire. Moi je parle plutôt de situation de harcèlement scolaire parce que chaque situation est un peu différente en fonction des acteurs, en fonction de l'école, en fonction de l'environnement, etc., etc. Donc, pour lutter contre une situation de harcèlement scolaire, on a ce qu'on appelle la formation PICAS, P-I-K-A-S, qui est c'est une méthode de lutte contre le harcèlement scolaire que chaque enseignant devrait avoir dans ses petits papiers, devrait connaître. Malheureusement, ce n'est pas le cas, mais la meilleure des luttes, c'est encore la prévention, c'est-à-dire arriver à ce que les enfants, en amont, c'est-à-dire dès le plus jeune âge, puissent avoir et adopter des comportements sociaux adéquats et appropriés. Pouvez-vous nous en dire davantage sur la méthode des 3 E ? Ce que j'appelle les 3 E, ce sont les émotions, l'estime de soi et l'empathie. Et en fait, ce sont 3 axes qu'il faut absolument développer, je répète, dès le plus jeune âge pour qu'un enfant ne soit ni victime ni harceleur. Parce qu'on a le problème des harceleurs aussi. On parle des victimes, mais les harceleurs ont eux-mêmes en général une estime de soi qui est très très basse et qui ont besoin de rabaisser quelqu'un pour se sentir plus fort. Voilà, je schématise un petit peu. Maintenant, les émotions et l'empathie, ce sont effectivement deux choses qu'on n'apprend pas, mais qu'on transmet. Ce sont des états d'esprit plus qu'autre chose, et arriver à comprendre ses propres émotions à soi permet ensuite d'accéder à celles des autres, aux conséquences et aux besoins. Quand je veux voir mon petit copain en face qui va être en colère, je vais comprendre qu'il est en colère, je vais comprendre peut-être pourquoi il est en colère, peut-être que c'est de ma faute, et puis quel est le besoin qui est associé. Voilà. Donc ce sont ces 3 axes-là qu'il faut absolument travailler pour avoir des compétences, ce que j'appelle des compétences psychosociales tout à fait adaptées, appropriées, et arriver à pouvoir s'affirmer sans agressivité et sans assertivité. L'estime de soi, c'est ce que j'appelle un passeport pour la vie. C'est même Germain Duclos d'ailleurs qui l'appelle comme ça. Et ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire que les harceleurs ont très souvent une basse estime de soi. Donc l'estime de soi, la confiance en soi est également extrêmement importante à travailler dès qu'ils sont tout petits. Et puis l'empathie qui est un état d'esprit et qui nécessite absolument qu'on transmette et qu'on développe ça, parce que au travers du cyberharcèlement, il y a un tellement, on est derrière, au niveau du cyberharcèlement, on est quand même derrière un écran avec la facilité que ça implique pour appuyer sur un bouton et détruire quelqu'un. Et ce manque d'empathie me paraît important de renforcer chez les plus jeunes. Quel conseil donneriez-vous aux parents qui nous écoutent si leur enfant est harcelé ? D'abord, vous avez un numéro vert qui est le 3020. Oui. Donc eux peuvent vous donner des informations. Même chose, vous avez le numéro de e-enfance qui est spécialisé dans le cyberharcèlement. Je peux peut-être le donner, c'est le 0800 200 et 3 fois le 0. Voilà. Maintenant, la meilleure des choses, c'est évitez vous-même de résoudre le problème. Voilà, n'essayez pas
d'aller voir les parents de l'autre enfant, etc. Ça ne fait qu'envenimer les choses en règle générale. C'est à l'école de s'en occuper. Il faut informer l'école, informer les instituteurs ou les professeurs ou le CPE, ça dépend de l'âge des enfants. Et puis travailler autour de ça, parce que je répète, on parle de victimes, et moi je suis également très inquiète par rapport aux harceleurs. J'ai un article qui paraît après-demain dans le Huffington Post, Oui. et qui fait le rapprochement entre harcèlement scolaire et harcèlement moral au travail, quoi. Est-ce que ces harceleurs au travail sont d'anciennes victimes ou d'anciens harceleurs? Je sais pas, mais voilà, il faut qu'on travaille tout ça, quoi. Donc tout ça pour dire que par rapport au harcèlement, il faut prendre en charge les victimes, mais il faut prendre en charge aussi les harceleurs, et puis s'attacher, c'est ce que préconise la méthode Picasse, s'attacher aux témoins tout autour qui, eux, peuvent faire basculer le harcèlement dans un sens ou dans l'autre, puisque des témoins qui rigolent, ça permet aux harceleurs d'être forts, d'être grands, et de poursuivre ces méfaits, quels qu'ils soient. Maintenant, si ces témoins-là comprennent que c'est pas drôle, le harcèlement va s'arrêter. Vous me parliez de l'enfant harceleur. Quelles sont les conséquences pour un enfant harceleur? Là, aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de recul, très honnêtement. Je n'aime pas étiqueter les enfants, pas du tout. Donc, il y a quand même certains profils à risque également au niveau des harceleurs. Ce sont des enfants qui sont un peu tyranniques, tout puissants, que ce soit à la maison ou que ce soit à l'école. Voilà. Maintenant, quel est le devenir? Je veux pas m'avancer là-dedans. C'est trop dangereux. Il est évident que certains adultes aujourd'hui qu'on qualifie comme pervers narcissiques, je m'interroge effectivement sur le fait qu'ils aient pu être ou harcelés ou harceleurs, parce que les harcelés deviennent aussi parfois des harceleurs. Quelles sont les solutions mises en place par le gouvernement au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, donc, on a des référents académiques au niveau des référents harcèlement, pardon. Dans chaque académie, on a le 30-20. Les référents, vous avez pas mal de ressources sur le site du gouvernement, avec quels sont les signes, que faire, etc., etc. Maintenant, c'est pas suffisant parce que beaucoup de gens ne connaissent pas le 30-20. Les enfants en primaire, ils connaissent pas le 30-20, quoi. Oui. Bien sûr. Voilà. Oui. Qu'est-ce qu'ils doivent faire, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Au niveau du primaire, il y a rien n'est fait pour le moment. Ce sont des initiatives locales ou des initiatives individuelles, ou une école qui va se mobiliser pour dire stop, ça suffit, on va travailler ci, on va travailler ça, on va travailler le respect, etc., etc. Donc voilà, mais il n'y a pas de mobilisation nationale, ou il n'y a pas d'initiative nationale pour le moment par rapport au harcèlement scolaire, mais on a bon espoir. Comment on pourrait faire bouger les choses alors? À l'image de la Suède ou de la Finlande, qui sont deux pays dans lesquels le taux de harcèlement est de 3 ou 4%, il n'est pas 0%, d'accord? Mais ce sont des pays qui ont implémenté dans chacune de leurs écoles un programme. En Finlande, c'est le programme Kiva. En Suède, c'est la méthode Picasse dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'à partir du plus jeune âge, on a tout un échantillonnage d'aptitudes à développer, et ce jusqu'à la fin de la scolarité. Donc c'est une mobilisation nationale. Et je crois que tant qu'on n'aura pas de directive nationale claire, nette, précise, vous aurez encore des directions d'école qui vont vous dire non, il n'y a pas de harcèlement ici. Je veux pas en citer, je veux pas donner de nom, mais ça existe. Bien sûr. Plus qu'on ne le pense. Maintenant, tout le monde sait, je crois, que le harcèlement existe, mais il y en a encore qui vont vous dire ici, chez moi, il y en a pas. Donc, tant qu'il y aura pas, tant que ces directions d'école ne se feront pas un peu taper sur les doigts entre guillemets, ou ne seront pas obligées de mettre en place certains programmes, je crois qu'on n'y arrivera pas, quoi. Autant chez l'enfant harcelé que chez l'harceleur lui-même, le dialogue est important, hein. Le dialogue est très très important, effectivement, surtout à l'adolescence, parce que, comme vous disiez tout à l'heure, les victimes ne parlent pas. On le voit au travers des mouvements qui ont lieu aujourd'hui, qui est le mouvement MeToo en particulier, où les victimes adultes ont du mal à parler. Donc, vous imaginez bien qu'une victime
enfant, Oui. le mal qu'elle va avoir à parler ou à s'adresser, avec la difficulté de la honte d'abord, la culpabilité, le souhait de ne pas faire de mal ou de ne pas inquiéter les parents ou les adultes qui sont autour de lui. Donc c'est très dur effectivement de développer la parole. Et c'est pour ça que je dis, en secondaire, au collège ou au lycée, les enfants sont un peu plus informés, ils ont un peu plus accès aux informations. Donc c'est pas pour ça qu'ils vont vous parler, c'est pas pour ça que ils vont penser eux qu'ils peuvent résoudre leurs problèmes tout seuls, mais au moins ils ont accès à l'information. Et je sais que le site, par exemple, de l'association est beaucoup regardé chez les jeunes. Maintenant, je répète, je suis toujours très inquiète pour les tout petits, parce qu'on dit qu'il y a 12% de harcèlement en primaire. En primaire, oui. C'est ça. Contre 10 au collège. Un petit primaire, est-ce qu'il sait ce qu'il est en train de subir ou de pas subir? Le temps que la parole se mette en place, il y a encore du temps qui va passer et des événements qui vont se faire. Je répète, je suis inquiète pour les petits, pour les plus jeunes en tout cas. Pour les plus jeunes. Quel dialogue doit avoir un parent à l'égard de son enfant? Le dialogue de la confiance. Oui. C'est primordial, la confiance. C'est le but de l'éducation, oui, c'est la confiance et arriver à garder le contact. Et l'enfant n'est pas obligé de tout raconter, il faut pas confondre confiance et transparence, mais savoir qu'il peut compter sur un adulte pour en cas de problème ou en cas de souci. Oui, c'est ça la confiance, quoi. Catherine Verdier, c'est Nora Fraisse qui signe la préface de votre livre, Oui. #J'aime les autres. Donc sa fille Marion de 13 ans s'est suicidée en 2013 parce qu'elle était harcelée au collège. Avant de nous quitter, quelques mots, si vous le voulez bien, sur l'association Marion la main tendue, dont vous êtes la vice-présidente. C'est une association qui a pour but de lutter contre les violences scolaires et en particulier le harcèlement scolaire, le but de lutter et de prévenir, de sensibiliser. L'association se mobilise et va sur le terrain, va dans les écoles qui le souhaitent ou qui le veulent ou qui nous demandent, répond aux jeunes, etc. On essaie de former aussi les professeurs, je vous ai parlé de la méthode Picasse. Oui. Voilà, on essaie d'agir sur tous les axes au niveau des conférences, des articles, des enfants, sur le terrain, les professeurs, bref, on essaie d'avoir une prise en charge à 360 degrés. Et puis, on a des ateliers thérapeutiques pour les enfants qui sont victimes de harcèlement scolaire, qui s'appellent les ateliers Stop and Go, qui sont des ateliers d'estime de soi et de confiance en soi. Très bien. Catherine Verdier, avez-vous quelque chose à rajouter? Il y a une loi qui existe en France. Oui. Et le harcèlement scolaire est punissable par une loi qui est parue en août 2014. C'est une loi qui s'attache à définir les peines de prison, Oui. variant de 6 à 18 mois de prison et une amende maximum de 7 500 € pour les mineurs de plus de 13 ans. Donc, quel que soit l'âge de l'auteur, par contre, du harcèlement, les parents restent responsables civilement des actes de leurs enfants. Mais au-delà de 13 ans, les enfants peuvent subir une peine de prison. Je vous remercie, Catherine Verdier. Merci beaucoup. Merci à vous. #J'aime les autres, les bonnes relations à l'école, un livre de Catherine Verdier aux éditions du Rocher que je vous conseille vivement. On se retrouve la famille pour Que faire des mômes dans quelques minutes avec la merveilleuse Audrey dans sa bulle. Tantale, c'est le titre de son premier EP que nous découvrirons ensemble. Mais pour l'instant, je vous propose de faire une courte pause. À tout de suite. Que faire des mômes? De retour pour la suite de Que faire des mômes, votre émission familiale à partager sans modération. La famille, si vous souhaitez écouter ou réécouter votre émission en podcast, c'est possible. Pour cela, il suffit de vous rendre sur quefairedesmômes.fr. Fille de parents mélomanes, Audrey est tombée dans la musique toute petite, elle ne l'a jamais quittée depuis. Audrey dans sa bulle vient de réaliser son premier EP, 5 titres qui racontent une histoire mêlant anglais et français, sur un fond de musique électronique et sans concession. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter ma rencontre avec Audrey dans sa bulle. Bonjour Audrey dans sa bulle. Bonjour. Alors vous venez de réaliser votre premier EP, 5 titres, Tantale, des titres qui racontent une histoire mêlant à la fois anglais et français sur un fond de musique électronique. Quelques mots pour présenter cet EP. Alors c'est un EP qui est très personnel, qui est mon premier EP en tant que chanteuse, auteure, compositrice et j'y mets un petit peu tous les aspects de ma personnalité et surtout ceux que j'exprime pas forcément dans la vraie vie parce que je suis quelqu'un d'assez réservé finalement. Alors il y a une chanson, Tantale. J'ai vraiment eu un coup de cœur pour cette chanson.
Que raconte ce titre ? Alors Tantale, en fait, c'est assez drôle parce que finalement c'est un des plus récents que j'ai écrit et en fait il raconte, vous savez, un peu ce genre de situation où on a été à un moment avec quelqu'un et puis cette personne vous a laissé de côté et puis quelques années après, au hasard d'un réseau social, elle vous retrouve et puis elle essaye de revenir et puis bon, finalement c'est un petit peu un mélange de, on va dire, satisfaction et vengeance personnelle et puis aussi de nostalgie, de remords, donc et puis toute la tentation qui se met en place à ce moment-là parce que on a parfois reconstruit une vie et puis on a un élément extérieur comme ça qui arrive et voilà, j'avais envie d'aborder ce sujet parce que c'est quelque chose finalement qui se répète dans la vie de beaucoup de gens et cet aspect très tentation comme ça me parle beaucoup et puis c'est quelque chose que je trouve très agréable à écrire en fait et donc c'est pour ça que j'ai choisi Tantale en référence à l'histoire de Tantale dans la mythologie qui justement est devenue l'incarnation de la tentation et de la frustration. Folie passagère, qu'est-ce que ça raconte ? Alors Folie passagère, on reste toujours un petit peu dans l'histoire du couple. C'est un peu, vous savez, ce sentiment quand on est en couple d'être bien et puis à un moment d'avoir envie finalement d'être attiré par d'autres horizons, d'avoir envie d'aller voir ailleurs. Alors on n'ose pas, mais en même temps on est très tenté et puis on a cette envie finalement d'échapper à un quotidien qui n'est pas forcément un ratage absolu. Si je vous demandais de choisir une des chansons, celle qui vous ressemble le plus de votre EP, quelle serait cette chanson ? J'hésite entre deux. Alors je dirais Folie passagère pour les raisons que je viens de vous exposer. Et puis je dirais Till the Morning, qui est un peu la ballade de l'EP, parce que en fait elle évoque ce sentiment, même quand on est très entouré finalement, d'être toujours tout seul. Quels sont les thèmes qui vous inspirent ? Ce qui m'inspire, c'est surtout ce que je vois, ce que j'entends, les gens que je rencontre. Il y a beaucoup de titres en fait qui m'ont été inspirés par les gens que j'ai pu rencontrer, en bien ou en mal. Ce sont parfois des phrases que les gens prononcent, ce sont les relations telles qu'on me les raconte ou telles que j'ai pu les vivre. Et puis c'est aussi la façon dont on traverse un peu le temps au fil de nos expériences et puis au fil des choix que l'on peut faire, qui sont parfois bons ou mauvais. Donc finalement, je dirais que la vie en général et les gens m'influencent et m'inspirent, mais ma principale influence, c'est la passion pour la musique. Audrey dans sa bulle, c'est très original comme nom d'artiste. Pourquoi ce nom ? Parce qu'en fait, quand j'ai voulu travailler quand j'ai travaillé sur le nom de ce projet, j'ai essayé de trouver quelque chose qui me ressemblait. J'avais pas envie de faire quelque chose sous mon vrai nom qui finalement est pas extrêmement original ou passionnant et en fait j'ai essayé de voir de mener une introspection et puis aussi de parler un petit peu avec les membres de mon équipe pour voir ce qui me correspondait le mieux et c'est vrai que finalement je suis quelqu'un qui est très dans sa bulle, c'est là que je me protège, c'est là que je crée et puis c'est aussi là que parfois j'autorise des gens à rentrer pour me connaître un peu mieux parce que comme je suis quelqu'un d'assez introverti et puis finalement d'assez secrète, c'est pas évident de me connaître et parfois les gens se disent que je suis peut-être un peu froide ou un peu hautaine, ce qui me fait un peu de peine d'ailleurs parce que j'ai pas l'impression d'être comme ça, mais bon c'est ce que je peux refléter donc ma bulle c'est la bulle protectrice, c'est la bulle créatrice et puis c'est aussi la bulle de la confiance. Vous avez une équipe autour de vous, hein ? Oui, alors j'ai tout d'abord pour la musique Antoine Blanc, qui est quelqu'un de très talentueux, avec qui je travaille vraiment en binôme, c'est un peu mon sauveur de la musique. Et puis ensuite, je travaille avec Gérard Bachner. Donc Gérard Bachner qui a réalisé l'œuvre que vous pouvez voir sur la couverture de l'EP, qui est basée sur un effet d'optique. Donc c'est un artiste d'art contemporain qui, en plus d'être extrêmement talentueux, est une personne en or. C'est vraiment quelqu'un que j'admire beaucoup. À chaque fois que j'en ai l'occasion, j'essaye d'aller à ses expositions et je vous les conseille vivement parce qu'il est très 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 talentueux et c'est vraiment du jamais vu. C'est accessible à tout le monde et c'est très surprenant. Donc il a réalisé cette œuvre pour ma
ma pochette et j'en suis très très fière et très reconnaissante. Et puis le graphisme que vous pouvez voir autour de l'œuvre et puis sur le CD à l'intérieur ont été réalisés par mon ami d'enfance en fait, à peu près le seul qui m'a suivi toute ma vie, qui s'appelle Raphaël Elie et donc qui s'occupe aussi, qui a créé tout le site internet, tous les visuels sur les sites. Qu'est-ce qui peut vous blesser ? Qu'est-ce qui peut blesser Audrey dans sa bulle ? Alors je dirais que je suis assez hermétique aux critiques. D'une façon générale, je conçois qu'on puisse pas plaire à tout le monde. Alors deux choses qui peuvent me blesser, alors je dirais c'est pas non plus blessé gravement, mais la première chose, c'est que finalement la musique, c'est principalement ce que je suis. Ça fait partie de ma vie. Et c'est vrai que ce qui me surprend beaucoup, par exemple sur les réseaux sociaux, c'est que on peut mettre une photo, vous allez avoir beaucoup de commentaires, beaucoup de réactions, etc. Et vous présentez vos titres, votre projet musical, et finalement, les gens sont pas très réactifs. Et c'est vrai que de la part de gens que j'ai entre guillemets en amis, j'espère toujours un peu plus de réactions. Alors ça veut pas forcément dire qu'ils n'aiment pas ou c'est des fois ils n'ont pas le temps d'écouter ou ils s'intéressent pas à la musique tout simplement. Mais j'avoue que la musique c'est tellement finalement comme toutes les formes d'art, c'est tellement difficile, c'est tellement compliqué d'exposer finalement son travail aux yeux des autres et puis c'est tellement d'investissement autant personnel que financier que finalement on peut avoir le retour même des gens qui sont censés être un peu proche, c'est un petit peu décevant, voilà. Et l'autre chose principale, je dirais que c'est d'une façon générale les comportements injustes. Voilà, des personnes que je sais pas à qui vous pouvez venir en aide, qui vous claquent la porte au nez ou voilà, tout ce qui est de l'ordre de l'injustice, c'est quelque chose qui me révolte beaucoup et qui parfois me fait avoir des réactions un peu disproportionnées. Bon. Pour quelle cause vous pourriez vous battre ? Est-ce qu'il y a une cause qui vous tient à cœur ? Oui, alors sans hésiter, les animaux. Ouais. Ah oui, j'ai le cœur brisé à chaque fois que je vois un truc passer sur Facebook avec un ours polaire qui meurt de faim, des koalas qui disparaissent, des singes qui sont exterminés. À la cause animale, moi j'ai un chien, j'adore les bêtes d'une façon générale et c'est vrai que je peux regarder un film où on va tuer 20 personnes sans sourciller, mais si je regarde l'ours, je pleure. Hein. Qu'est-ce qui vous met en colère ? La méchanceté. Ça me met en colère. Quel est votre meilleur souvenir d'enfance ? Alors, mon meilleur souvenir d'enfance, je crois que c'est quand mon père m'a appris à faire du vélo. Ouais, c'était pas simple. Et il m'a un petit peu jeté sans les roulettes. Et ça a été la première fois qu'on m'a jeté dans le grand bain sans bouée. Et c'est, je crois, le souvenir le plus marquant de mon enfance. Et puis sinon ce sont les voyages, puisque je suis née déjà à l'île de la Réunion et j'ai vécu en Nouvelle-Calédonie, donc ça m'a permis de visiter d'autres pays autour et voilà. Quelle petite fille étiez-vous ? Vous aviez déjà envie de faire de la scène ? Alors en fait j'avais deux rêves, c'était d'être chanteuse et d'être vétérinaire, mais j'ai très vite compris que les sciences c'était pas pour moi. Quel souvenir vous gardez de la première fois que vous êtes montée sur scène ? Vous vous souvenez de ce moment-là ? Oui, alors la première fois que je suis montée sur scène, ça devait être pour un tremplin, je pense, avec mon premier groupe donc de pop-rock Orchad. J'en garde un souvenir de stress immense. Pourquoi cette envie de chanter français et anglais, justement ? Le français, parce que pour moi, c'est important de chanter français. C'est-à-dire que c'est une belle langue qui a moyen de faire passer beaucoup d'images à travers le français, alors que l'anglais a une très grande musicalité, mais il est quand même moins riche, j'ai envie de dire, en termes d'images. Audrey dans sa bulle, quels sont vos projets ? Dans un premier temps, c'est de réaliser un clip, puis après, essayer de faire le plus de scènes possible, d'aller à la rencontre des professionnels, peut-être de trouver un label, et puis d'être diffusé à plus grande échelle. Merci Audrey dans sa bulle. Merci beaucoup, à bientôt. Si tu reviens, c'est que j'ai laissé une trace, un rien dans ton espace. Si tu te souviens, c'est que j'ai pris ma place, le passé à la surface.
suis. Oh oh oh. I wish you'd loved me. I wish you'd loved me, yeah. Everlastingly. Si tu regrettes, c'est que j'ai volé ton âme, t'es ta tête fatale. Si la vie s'entête à nous séparer, pourquoi tu t'acharnes? Supplice de Tantale. It's better than all the rest. It's bitter, I must confess. It's bitter deep in my chest. It's never, never again, I guess. You know how time fades away. Remind me, who am I to stand in your way? Qui je suis, oh oh oh. I wish you'd loved me. I wish. Audrey dans sa bulle, Tantale, un EP à vous procurer sans plus attendre. Et bien voilà, nous sommes au terme de l'émission. Merci d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de Que faire des mômes. Un grand merci à mes invités, Théodora Brière pour son blog Lily La Rochelle à Bordeaux, Alicia Gilbert des Grottes de la Balme, Catherine Verdier pour son livre #J'aime les autres, Audrey dans sa bulle pour son EP Tantale. Comme chaque semaine, j'embrasse très fort ma petite nièce Erika qui m'a inspiré cette émission. Avant de nous quitter, je voulais vous remercier pour votre fidélité. Si vous découvrez notre programme pour la première fois et que vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à nous le faire savoir en nous laissant un petit mot sur le blog de l'émission www.quefairedesmoms.fr, en likant notre page Facebook et en nous suivant sur Twitter et Instagram. Eh bien la famille, Que faire des mômes pour aujourd'hui, c'est terminé. Bye bye.